Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on continue notre incursion dans les consoles de poche chinoises de rétro-émulation avec encore un modèle de chez Anbernic, la RG 28XX. Ouais, je suis obligé de regarder parce qu'ils en sortent tellement que je finis par oublier les numéros de série moi. Et c'est un modèle ultra compact, ça peut être la machine pour ceux qui ont une bonne vue, parce qu'évidemment plus petit ça veut dire écran plus petit aussi, mais qui veulent un truc ultra transportable. C'est parti pour le test. Je suis vraiment super content d'avoir reçu cette machine parce que c'est un nouveau partenaire qui me l'a envoyé et ça fait toujours plaisir d'avoir des partenaires qui envoient des consoles de jeux parce que c'est vraiment évidemment quelque chose que moi j'affectionne tout particulièrement. Je suis un aficionados du jeu vidéo depuis que j'ai 4 ans, donc vous voyez. Et cette RG28XX aborde un petit design façon un peu Game Boy Micro, vous savez, ces petites consoles avec une disposition des touches horizontales à la Game Gear, mais en beaucoup plus petit. Voilà, bon, rien à dire sur l'emballage, hein, c'est du Anbernic, toujours le petit blueprint argenté, très joli. On a la console dans une cale plastique, ça c'est quelque chose qu'ils font beaucoup hein, chez Anbernic, on va revenir dans un instant. On a un petit manuel d'utilisation qui est vraiment, on dirait, une notice de médicament, c'est plié en 47. Voilà, bon, il y a du français, mais c'est pas... non, attendez, je dis ça, je suis même pas sûr qu'il y ait du français, à vrai dire. Non, je crois que... Voilà, je crois qu'on a juste deux langues, en fait. On a le chinois d'un côté et l'anglais de l'autre, mais bon, voilà, hein, c'est juste pour vous expliquer les touches, les trucs comme ça. Ça vole pas bien haut. Dans ce petit carton ici, j'imagine qu'ils ont juste glissé un petit cordon de recharge en USB-C, voilà, basique, même pas logoté, d'une qualité correcte, mais sans plus. On va tout de suite se concentrer sur la console, puisque c'est vraiment ce qu'a voulu faire Anbernic, hein, la console et rien de plus. Ah, je suis navré, hein, j'avais demandé au partenaire de m'envoyer le modèle gris façon Game Boy, et puis ils ont mal compris, et ils m'ont envoyé le gris foncé, c'est-à-dire le noir transparent en fait, hein. Donc c'est un peu moins facile à filmer, vous allez peut-être avoir plus de mal à distinguer les détails. Je vais allumer ma torche pour que ce soit le plus clair possible pour vous, quitte à ce qu'il y ait un reflet sur l'écran, c'est pas grave. Donc, à gauche, on retrouve une croix directionnelle. Elle était très très bonne, souvenez-vous, sur la précédente Anbernic. Et là, en fait, elle ne l'est pas moins, mais elle est plus petite, évidemment, hein, comme le gabarit de la console a été réduit. Ça me fait penser un peu à la croix directionnelle de la GameCube, qui était petite aussi, mais qui était de super bonne qualité. Et là, c'est pareil. Elle bascule bien sous le pouce, c'est bien foutu. Les boutons Select et Start font un petit clic satisfaisant. Les boutons d'action sont vraiment rikiki et très serrés les uns aux autres. Donc évidemment pour les jeux qui vont utiliser 4 boutons, ce sera un petit peu plus difficile, un petit peu plus délicat. Il ne faudra pas avoir des grosses paluches, mais ça va, ça reste dans le domaine du gérable. Bon, les gâchettes, c'est là que ça commence évidemment à être gênant, la taille de la console. C'est qu'elles sont très très proches les unes des autres. Alors les gâchettes vers l'intérieur, ça va, j'ai envie de dire. Mais alors celles vers l'extérieur, vous allez vite choper une tendinite si vous devez les utiliser de manière massive, hein. Bon, donc a priori, ce sera plutôt pour des consoles 8-16 bits qui n'avaient pas trop besoin des boutons latéraux comme ça. Sinon, on a un bouton pour revenir au menu ici sur le dessus. Une sortie mini HDMI, ça fait plaisir sur un produit d'un gabarit aussi faible d'avoir une sortie comme ça. La prise de recharge en USB-C bien sûr. Et deux emplacements pour les cartes micro SD sur le dessous. Je suis désolé, hein, c'est pas facile de filmer du noir comme ça. Donc, ils m'ont envoyé la version où il n'y a qu'une seule des cartes. C'est bien, hein, moi c'est ce que je vous suggère de faire. Quitte à vous faire une deuxième carte SD vous-même plus tard, parce que de toute façon, en général, les ROM sont dans un foutoir assez indescriptible sur ce genre de produit. Un jack pour brancher un casque filaire si vous en avez un, le réglage du volume de ce côté-là, et ici, le bouton Power et le bouton Reset. Voilà, tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Allez, on va démarrer la console et voir un petit peu ce qu'elle a dans le bide. L'avantage quand même du transparent, c'est qu'on peut voir la batterie à l'arrière ici qui prend quand même une place non négligeable. On devrait donc avoir une bonne autonomie. Avant de démarrer cette console et de vous montrer le temps de boot, je voulais faire une rapide comparaison avec une vieille console que j'avais testée il y a très longtemps. La Pocket Go, vous vous souvenez de cette machine où on l'a trouvée aussi sous le nom de Beat Boy et on retrouve un certain nombre d'éléments en commun, hein, comme la croix directionnelle et 4 boutons. D'ailleurs, les boutons étaient un peu plus grands sur la Pocket Go. Par contre, l'écran est plus grand sur la RG, donc ça c'est bien, vous voyez, ça veut dire que
Ils ont gardé un form factor très similaire, hein, vous voyez, ouais, c'est vraiment la même taille, la même place et tout. Mais ils ont optimisé aux petits oignons, notamment la taille de l'écran, en réduisant les bordures et les choses comme ça. Donc on devrait quand même avoir une bien meilleure expérience. Allez, on la démarre. Surtout que la Beat Boy, ça ramait sur certains jeux Super Nintendo les plus demandeurs. Donc on devrait avoir aussi fait des progrès en termes de performance. Voilà, donc on a notre petit logo Ambernic. Voilà. Ambernic, nick. Tout simplement. Alors, ça va, c'est rapide hein, le boot. Et on retrouve exactement la même interface que sur la précédente console. Donc avec les deux présentations différentes des émulateurs, vos favoris, les derniers jeux que vous avez lancés, le moteur de recherche pour trouver un jeu et voilà, les applications qui ne sont pas des jeux et les réglages. Bon, c'est une interface qui est efficace et qui s'adapte bien à ce tout petit écran d'ailleurs, il faut bien le reconnaître. Mais nous, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est les émulateurs. Donc c'est petit, hein, il va falloir forcément que je vous filme ça de très très près. Donc il va falloir que j'adapte mon éclairage parce que là ça risque de ne pas être très lisible. Mais bah écoutez, on va commencer à faire des émulateurs et voir comment tout cela tourne. C'est parti. Allez, on va commencer avec de la Super Nintendo. J'ai mis Street Fighter Alpha 2 parce que c'est un des jeux les plus demandeurs en puissance. On n'a toujours pas les jeux Mario hein, sur les ROM fournis. Hein, donc évidemment, je ne peux pas vous montrer un Mario Kart par exemple. Il y a même la petite intro bon, qui a été un peu niquée, notamment au niveau du son pour tenir sur une Super Nintendo. Mais ce Street Fighter Alpha 2 était quand même un miracle. Hein, parce que c'était un jeu 32 bits quand même. Hein, ils l'ont fait tenir sur une SNES. Allez, vas-y, on s'en fout. Parce que je veux voir, moi, si c'est fluide et si je peux sortir les Hadoken sur la croix directionnelle. En tout cas, il n'y a pas de bug visible. Ah, les petits moments de pause que vous voyez là, ils étaient déjà dans le jeu original. Hein. Malheureusement, je le répète, hein, ce jeu était quand même miraculeux, mais on sentait bien que la SNES, elle était quand même à la peine, quoi. Ça va, les coups sortent bien. Bon, c'est évidemment plus difficile quand même, hein, sur une petite croix directionnelle comme ça, et ça demande une petite habitude par rapport à quelque chose de plus balèze. Je vais essayer de faire une méga boule de feu, mais je sais pas si je vais y arriver. Oui, ça sort. Ça sort quand même, hein. Mais c'est sûr qu'il faudra s'habituer à cette petite croix directionnelle, et puis à ces petits boutons d'action qui sont très serrés les uns aux autres. Mais voilà, Super Nintendo, aucun problème, évidemment. Ce jeu-là aurait ramé hein, sur une Beat Boy. J'aime bien tester la Game Boy sur ces petites machines parce que ça permet de voir comment s'affiche notamment un écran carré. Donc là, ça va, ils ont laissé les bordures noires. Et aussi, s'ils le font en teinte de gris, en teinte de vert ou je ne sais quoi. Et là, on est en teinte de gris. Donc après, vous pouvez aller dans l'interface de RetroArch et changer la palette. Hein. J'imagine qu'on fait ça en appuyant sur menu ici en haut. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez le menu, c'est le menu RetroArch de base. Hein. Et alors, je ne sais pas si... Est-ce que je peux le faire comme ça? Game Boy colorisation, internal palette, Game Boy Pocket, Game Boy Light, Blue, Brown, Dark Blue. Ouh là là, ça va être compliqué cette histoire. Tant pis, hein, on va rester comme ça. Hop. C'est pas mal, hein, franchement, c'est lisible, c'est fluide. Le son, il est propre aussi. Je vais me mettre à fond. Le petit haut-parleur fait bien son taf. Vous voyez, il n'y a pas d'effet de ghosting ou de choses comme ça. On a un bon contraste. Forcément, sur du noir et blanc, ça ressort encore mieux la qualité du contraste. Bon, je ne m'attendais pas à ce que la Game Boy pose des problèmes à cette machine. Mais au moins, on voit que ça s'affiche propre. C'est important parce que, vous voyez, par exemple, je reprends l'exemple de la Beat Boy. L'écran avait une résolution à chier. Et du coup, soit on jouait sur un timbre-poste, littéralement, avec une grosse bordure noire autour, soit l'image était floue, dégueulasse. Là, on n'a pas de bordure, enfin seulement celle sur le côté pour respecter l'aspect ratio.
et c'est net quand même, et ça fait vraiment plaisir. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, on peut toujours jouer au Game & Watch là-dessus, hein. Je vous remonte parce qu'il y a des gens qui semblaient dubitatifs sur ma précédente vidéo, en me disant mais c'est pas possible. Si, c'est possible, hein. Vous pouvez même y jouer en affichant les bordures, je sais plus sur quel bouton il faut appuyer. Je crois que c'est là, voilà. Et voyez, moi là c'est vraiment petit par contre, hein. Mais bon, on n'a pas l'écran tactile. Si on l'avait, ça serait fonctionnel d'ailleurs. Mais ouais, non, mais pourquoi pas, hein. Bon, après, voilà, hein, vous allez vite avoir fait le tour d'un tel truc. Mais c'est possible aussi. Allez, voyons comment s'affiche la Game Boy Advance. Encore une fois, c'est plutôt propre. Bon, il n'y a pas moyen de démarrer direct, là. Ah, je m'appelle Tilda. J'ai l'impression qu'il y a un léger flou, mais je suis pas trop sûr, en fait. C'est peut-être le jeu qui fait ça. Parce que le test m'a l'air quand même assez net. Ah, c'est propre en tout cas, hein. L'écran est joli et franchement, il n'y a pas de ghosting ou de choses comme ça dessus, donc c'est vraiment cool, hein. Les contrôles répondent vraiment bien aussi, hein, malgré leur petite taille, qui peuvent être d'ailleurs un petit problème pour des jeux comme ça, où il faut avoir beaucoup de réflexes. Ouais. Mais bon, aucun problème pour la GBA. Allez, on va passer à des consoles un petit peu plus demandeuses. Allons-y pour de la PS1 avec le sempiternel Crash Bandicoot. Alors, on n'y voit pas grand-chose hein, sur ce petit écran, évidemment. C'est pas forcément évident sur les jeux 3D. Mais ça va, hein, quand même. Puis c'est joli, c'est coloré l'écran et c'est fluide. Il n'y a pas de problème. PS1. Les doigts dans le nez, bon, je m'y attendais hein, sur une telle machine. Ça marche très très bien en 60 fps constant et en pixel perfect en plus. On est sur un écran, je pense, qui doit faire pas loin de 720p. Hein, donc forcément, tous les jeux comme ça sortent avec vraiment une belle netteté. J'ai jamais été très fort à Crash parce que moi je jouais à Mario 64 moi pendant ce temps-là, qui est un vrai jeu de plateforme 3D, bordel. Non mais vous formalisez pas hein, les fanas de la PlayStation, c'est très bien aussi Crash, hein, voilà. Alors je passe directement à la Dreamcast parce que il n'y a pas de N64 comme émulateur sur cette petite machine, certainement parce que ça ramait et qu'ils ont été malins et qu'ils l'ont pas mis. Voilà, donc c'est là aussi qu'on voit que plus petite machine, moins chère certes, hein, ça veut dire aussi plus de compromis. Prochainement, je testerai un modèle beaucoup plus haut de gamme hein, de chez Ambernic, ce qui était sorti l'année dernière et qui permettait de jouer à beaucoup plus de consoles. Allez, on s'en fout, je prends personnage féminin random. Bon, en tout cas, la physique des boobs est respectée, donc l'essentiel est là, j'ai envie de dire. Oh le bâtard! Non mais alors, fluide, très peu de bugs, la Dreamcast, on est bon. Alors j'en profite aussi d'ailleurs pour vous montrer qu'à chaque fois que vous appuyez sur menu, vous avez toujours ce truc qui revient, hein, comme tout à l'heure, voilà, pour la Game Boy, je vous avais montré. Et donc à chaque fois qu'on veut changer de jeu, soit on se déplace jusqu'à Close Content, on appuie et ça nous ramène à l'accueil. Encore faut-il savoir que c'est ça qu'il faut faire. Pas très ergonomique, hein, c'est toujours un petit peu le problème chez Ambernic. Sinon, on peut aussi appuyer sur le bouton de reset ici, mais ça reboot toute la console, donc on se retape l'écran de démarrage Ambernic et tout ça, et c'est beaucoup plus long. C'est dommage que Ambernic n'ait pas mis un bouton pour revenir à la sélection de jeux ou à la sélection des émulateurs directement, sans être obligé de faire un hard reset de la console. Ça, c'est vraiment le truc qui manque chez eux, je trouve. Donc là, j'ai mis de la PSP, et le problème de la PSP, c'est que... Alors, je pense pas qu'il y ait de problème
Je pense pas qu'il y ait de problème de fluidité, hein, surtout que là j'ai mis un jeu 2D. Mais le vrai souci, en fait, c'est que la PSP elle a un écran large, 16/9, hein, et que cette console elle a un écran 4/3. Et étonnamment, là où avec la Game Boy, ils s'étaient efforcés de respecter l'aspect ratio, et là ils se sont dit zob. On met ça bord à bord avec l'écran ratatiné. Je comprends pas ce choix étrange. Bon, sinon à part ça, c'est fluide. Hein. Voilà, surtout que ce jeu-là est pas très demandeur. Hein. PSP, validé aussi, mais bon, aspect ratio un peu étrange. Dommage. Ah voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Regardez ça, on peut même lire des petites vidéos hein, là-dessus. Hein. Il y a un petit lecteur vidéo intégré et vous voyez, ils ont été cool. Ils ont mis une petite vidéo de démo et c'est la démonstration de la console en orange. J'aurais préféré recevoir une couleur claire comme ça que ces couleurs foncées qui sont un cauchemar à filmer. Bref, que de progrès fait depuis la Beat Boy, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce truc pouvait à peine jouer à de la SNES et là-dessus on peut aller jusqu'à la PSP sans aucun problème. Avec quand même quelques absents comme la Nintendo 64, pardon, qui a complètement été zappée, certainement parce que l'émulateur tournait pas bien dessus et que Ambernic a préféré ne pas le mettre. Ce qui n'est pas idiot d'ailleurs. Hein. Par contre, ils ont mis plein de trucs sympas. On retrouve les Game & Watch, la Game Boy s'affiche bien. Il y a quand même pas mal de bonnes petites idées sur ce produit. Mais voilà, bon, il y a encore quelques petits progrès à faire, moi je trouve, sur notamment l'interface. Vous voyez, même pour sortir du lecteur vidéo, il y a pas mal de petites manips. Et ça, c'est pour moi le plus gros point faible. Les jeux fonctionnent bien, ça il n'y a pas de problème, hein, c'est plutôt cool. L'interface d'accueil est claire. Il aurait fallu que toute l'interface de la console soit avec des grosses icônes comme ça, facile à comprendre. Et non, en fait, on se retrouve avec ces menus façon RetroArch qui sont, pour ceux qui s'y connaissent, familiers certes, mais pour ceux qui s'y connaissent pas, peut-être parfois un peu confus, surtout que souvent ils sont en anglais ou en français mal traduits. Mais voilà, je pense que si vous achetez ça, c'est que vous vous y connaissez un minimum, et vous saurez sans aucun problème naviguer, hein, n'ayez aucune crainte. Et les jeux tournent tous nickel, j'ai rencontré aucun problème, il n'y avait aucun jeu qui ramait. Il manque les Mario, mais vous pouvez les rajouter facilement, d'autant qu'il y a un emplacement pour une deuxième carte. Et surtout, le gros point fort de ce produit, c'est qu'il est tout petit. Il se glissera facilement partout. Il est 2 fois plus petit qu'une RG35XX, qui était grosso modo de la même hauteur, mais qui faisait la largeur double, quoi. Là, vous avez un tout petit machin, hyper facile à trimballer. Il faudra évidemment avoir des bons yeux pour voir le petit écran, mais si c'est le cas, vous aurez vraiment le produit qui vous en donnera le plus, pour la taille la plus restreinte possible. Encore un bon produit de chez Ambernic, même si j'aimerais que la marque corrige quand même quelques-uns des défauts les plus courants qu'ils ont, et qui ne seraient pas bien longs à mon avis à corriger d'ailleurs. Mais sinon, à part ça, c'est nickel, sans faute, qualité de construction au top, qualité de l'émulation au top aussi. Il manque pas grand-chose pour être dans la perfection absolue. Et bien voilà, c'était le test de cette toute dernière Ambernic, la 28XX. Petite, compacte et quand même suffisamment performante pour bien s'amuser. C'est une bonne machine pour ceux qui veulent un truc vraiment ultra simple à trimballer partout. Par contre, évidemment, pour ceux qui ont la vue qui baisse, ce sera évidemment un problème d'avoir un écran plus petit. Donc c'est pour ceux qui sont à fond dans le rétro gaming, mais pas trop à fond non plus, parce que sinon ça veut dire qu'ils sont vieux et donc qu'ils n'ont pas la vue assez bonne pour pouvoir regarder ce truc-là. Voilà. C'est un produit entre deux âges, on va dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!